Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va parler du Street Art Fest Grenoble-Alpes qui colore la vie et les rues de l'agglomération depuis 10 ans, d'une jeune artiste iséroise qui met aussi beaucoup de couleurs dans ses chansons et de l'accueil des migrants toujours très problématique en Isère. Pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Sylvie Couval. Bonjour Sylvie. Bonjour. Militante associative et autrice de ce livre « Quand j'ai quitté la Syrie, j'ai cassé mon stylo » qui retrace le chemin de vie de migrants qui ont trouvé refuge aujourd'hui dans notre région. À côté de vous, quelque part, votre livre fait un peu écho à son histoire. Milena, bonjour. Bonjour. Franco-arménienne, Milena, qui sort son premier album. Il est là. Il est d'ailleurs inspiré de la langue arménienne, le titre en tout cas, même si vous vivez évidemment dans l'agglomération grenobloise. On va découvrir avec vous votre univers musical que personnellement j'aime beaucoup. Merci. Et j'aime beaucoup également l'univers artistique de notre troisième invité, Jérôme Katz. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue, l'organisateur du Street Art Fest Grenoble-Alpes, un événement que Jérôme a créé il y a 10 ans. Enfin, en tout cas, c'est la 10e édition cette année. C'est la 10e édition. C'est devenu l'un des temps forts de la vie culturelle grenobloise, un événement qui rayonne bien au-delà de nos frontières iséroises. Est-ce que c'était l'ambition au moment de la création, il y a 10 ans ? Dès le départ, effectivement, on s'était dit... on part d'une page blanche, il y a quasiment rien, il n'y avait pas de fresque en fait sur le territoire. Et puis, moi j'aime bien quand je monte des projets me dire que j'ai pas de limite haute. Et puis, on s'était dit, moi je m'étais dit en première édition, dans 10 ans, on réussira à faire venir Shepard Fairey, qui est la sommité du street art. Et puis au bout de la 5e édition, il était déjà là. Donc on a un peu grillé les étapes, ça se passe plutôt très bien, on a un excellent accueil du public. Et chaque année, on arrive à créer entre 30 et 50 fresques. Donc, on a un rythme soutenu. Et ça en fait le plus gros festival de street art en Europe, au moins. C'est la partie la plus visible du festival, c'est ces fresques qui ornent ensuite les murs de toute l'agglomération. On en voit là un petit florilège. Ça a changé l'image de la ville et de l'agglomération. Je ne sais pas si ça a changé, en tout cas ça a amené quelque chose. Il y a une troisième couche quelque part. Non mais la métropole grenobloise, il y a les montagnes, il y a la proximité avec la nature, le fait que ce soit tout hyper accessible en vélo. Et puis là, effectivement, depuis 10 ans, maintenant, aujourd'hui, il y a une couleur street art autour de la métropole, qui est là, qui est reconnue dans le monde entier. On a placé Grenoble, la métropole grenobloise sur la carte des métropoles street art à l'échelle mondiale. Donc c'est pas rien, j'ai envie de dire. Et puis voilà, là, pour cette 10e édition, on fait revenir des artistes, c'était un peu l'idée. Le côté Invitational, on refait venir des superstars qui sont déjà venus, qui nous ont tous fait l'honneur de dire oui, plus quelques nouveaux artistes quand même, histoire de pas faire complètement une redite. Et ça se passe très bien, les artistes sont en train de peindre là, à fond. On a vu qu'il y avait une grande diversité là, dans les quelques images d'œuvres. Il y en a combien de recensés aujourd'hui sur l'ensemble de l'agglomération ? Plus de 450. Des comptes, oui, on a plus de 450 œuvres. On tient un bon décompte parce qu'on a des cartes qu'on imprime chaque année, donc c'est assez facile à compter. Et puis, quand on réinvite des artistes, on les fait intervenir dans d'autres municipalités ou collectivités, de manière à ce que les œuvres ne soient pas les unes à côté des autres, mais qu'au contraire, elles puissent rencontrer... Elles s'étalent sur le territoire. Oui, le plus de monde possible, quoi. Et puis, les artistes viennent de Chine, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie. D'Asie, je l'ai dit avec la Chine, mais ça vient vraiment du monde entier, quoi. Alors, l'outil de base du street art, finalement, c'est ni le pinceau, ni la bombe de peinture, mais c'est le monte-charge qui est l'outil principal pour faire ce genre de fresques. Oui, c'est que pour faire les fresques. Mais le street art, c'est bien plus que les fresques. Il y a toutes les petites formes, le pochoir, le graffiti, bien évidemment, le tag, qui sont les nucléums, les premières manières de faire,
qui sont souvent mal aimés quand on parle de street art. Le graffiti, généralement, les gens le perçoivent un peu plus difficilement parce que c'est pas très intelligible quand on n'est pas initié. Mais cette année, on a justement fait l'effort d'inviter Martha Cooper, qui est une immense dame du monde du street art, qui a su saisir l'essence de ce mouvement sociologique qu'elle a vu naître à New York dans les années 70, même fin 60. Et donc, elle nous régale avec plus de 40 photos à l'ancien musée de peinture, place de Verdun. Et elle viendra le 18 faire une conférence à l'auditorium du musée avec Seth, un autre artiste français qui est déjà venu deux fois. Il est venu 2 fois, donc je ne sais pas si c'est un habitué, mais en tout cas, voilà, c'est une des grandes stars françaises en tout cas. Vous l'avez dit, Jérôme, ça s'étale sur tout le mois de juin. Donc les premières œuvres ont déjà été inaugurées. Notamment, là, je crois qu'on est à Saint-Martin-d'Air avec un artiste qui s'appelle Belin, ou Belin, je ne sais pas comment on le prononce. Belin, c'est un artiste espagnol qui effectivement a un trait une esthétique qui se rapproche du cubisme. Alors, tout le monde fait référence au travail de Picasso, la période cubiste de Picasso, mais c'est quelqu'un qui amène vraiment quelque chose en plus avec cette partie hyper réaliste. Et voilà, c'est un artiste qui est en train d'exploser, donc on est très content. Il a fait venir il y a 2 ans déjà. Il nous fait l'honneur de revenir. Ça fait vraiment déjà dont on peut être fier sur notre territoire. Qu'est-ce qui choisit les murs qui vont justement être dédiés aux différents artistes? Comment vous faites Alors moi je m'occupe de la sélection des artistes et les murs, c'est un petit peu en fonction de ce que l'artiste aime bien comme style de mur et puis surtout du propriétaire du mur. C'est-à-dire que... il faut qu'ils soient un peu d'accord. On n'a jamais forcé encore quelqu'un à avoir une œuvre sur son mur, donc on a toujours besoin d'avoir l'accord du propriétaire du mur. Donc quand les gens nous contactent en nous disant voilà, j'ai ce mur, on se rapproche d'eux, on leur demande quelle est leur sensibilité artistique, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien avoir sur leur mur, et parmi la liste des artistes qu'on aimerait bien inviter, on leur fait des propositions jusqu'à ce qu'il y ait un match entre les attentes du propriétaire du mur et puis un artiste qu'on a envie de faire venir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un particulier qui a des grands murs vierges sur l'agglomération grenobloise, il peut vous solliciter on est très sollicité. Il y a énormément de copros. Dès qu'ils font un ravalement de façade, pour certaines, celles qui ont envie d'avoir une fresque, nous contactent très spontanément. On travaille avec tous les syndics depuis 10 ans maintenant. Donc le chemin pour trouver la porte d'entrée, avoir une fresque sur sa façade, que ce soit personnelle ou d'une copropriété ou une municipalité, tout le monde arrive à nous contacter et puis on échange et on arrive à 99,9% des cas, on trouve on trouve un artiste qui plaît à tout le monde, quoi. Donc ça fonctionne plutôt bien. Alors, là, on voit une des fresques qui est réalisée en ce moment sur une copropriété de l'agglomération. Comment vous financez toute cette organisation, Jérôme? Alors ça, c'est une fresque, c'est deux artistes allemands qui s'appellent Innerfilm qui sont venus pour la première fois. C'est sur le Crous à Saint-Martin-d'Air. Donc ils viennent de réisoler toutes les bâtiments universitaires. Donc, et comme on avait commencé à travailler avec eux, là, on revient dessus. Et les œuvres sont financées, grosso modo, la métropole et la ville de Grenoble, à eux deux, mettent 15 000 euros quand les bonnes années, on va dire. Cette année, c'est pas du tout le cas, mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, nous, on va chercher le complément sous la forme de partenariat, de mécénat, principalement. D'autres collectivités participent aussi. La ville de Saint-Martin-d'Air va mettre de l'argent pour avoir quelques fresques. Le Crous participe aussi. Oui, et donc, on arrive comme ça à agréger plein de bonnes volontés pour arriver à réaliser cet événement qui est... nous, on fait que dépenser de l'argent, en fait. Comme tout est 100% gratuit. Oui, il n'y a rien de payant pour le public. Il n'y a strictement rien de payant. Même les bières, les soirs du vernissage, on a du mal à les faire payer. Donc, c'est vraiment un événement 100% dédié au public. Ouvert à tous. Et puis surtout, ce qu'il y a de bien avec les arts plastiques, c'est qu'une fois que le festival est fini, le résultat du festival reste. Oui. Et donc, on constitue un patrimoine disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quand vous voulez, sans condition de ressources. Donc, on fait vraiment acte de culture, on va dire, sur ce territoire depuis 10 ans et ça fonctionne. Un musée à ciel ouvert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, gratuit en plus, puisqu'on parle d'argent. Elles appartiennent à qui au final, ces fresques? Parce que certains artistes ont une valeur marchande dans le marché de l'art. Alors la règle, c'est que la fresque appartient au propriétaire du mur. C'est pour ça que si demain Banksy venait
faire une œuvre sur votre mur, vous êtes propriétaire de votre mur, vous avez le droit de le découper et de le vendre. Et là, vous avez gagné, vous avez gagné 10 fois d'un coup à l'euro million, quoi. Bon, donc voilà, tout ça pour dire que le propriétaire de l'œuvre, c'est le propriétaire du mur, et qu'il y a le droit d'utilisation de l'image qui a été faite sur le mur. Par contre, ça, c'est inaliénable, c'est la propriété intellectuelle et ça appartient à l'artiste. Bon, je parlais de musée à ciel ouvert. Il y en a un qui va bientôt disparaître. Je ne sais pas si on peut le considérer comme un musée à ciel ouvert, mais c'est l'Institut de géographie alpine, un bâtiment à l'abandon depuis une quinzaine d'années qui va être réhabilité, mais qui servait depuis un certain temps justement à l'expression de ces graffeurs dont Jérôme parlait. Et c'est marrant puisqu'on y était lundi pour faire 2 œuvres. Les artistes avaient envie de peindre, c'est leur jour off le lundi. Donc on est allé faire un petit tour du territoire. On les emmène un coup faire du parapente. On est allé voir les séchoirs à noix, faire les visites des caves de Chartreuse. Il y a un bon resto au milieu pour qu'ils découvrent notre territoire sous tous les angles. Et ils ont voulu aller peindre il y a 2 jours, donc lundi sur ce territoire. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est le même promoteur qui rachète le bâtiment. Donc le premier bâtiment d'Aulmieux a déjà été... qui était dans cet état-là il y a quelques années. Qui était complètement dans cet état-là. Et on a été super surpris parce qu'ils nous ont contactés en disant on aimerait bien garder une trace. Et donc, si jamais vous avez la chance, en plus, il y a un super restaurant sur le rooftop. Ah oui, il est chouette. Et il y a un escalier qu'on a complètement retagué à l'ancienne en faisant intervenir les artistes locaux, mais aussi les artistes du festival. Et allez-y, parce qu'à l'intérieur du bâtiment rénové, toute la cage d'escalier est complètement, elle est complètement refaite. Mais comme c'était avant, quasiment, quoi. Donc, c'est assez intéressant de voir des gens qui retapent un patrimoine et puis qui en font quelque chose d'assez élogieux, de très beau, c'est assez haut de gamme, et qui veulent garder cette trace de comment c'était avant. Donc, j'espère que ça sera la même chose pour l'autre, on verra. En tout cas, c'était une bonne idée. Bon, 450 œuvres sur l'ensemble de l'agglomération grenobloise. Il y en a certaines qui ont disparu depuis la création du festival. Oui, forcément, il y a des murs qui disparaissent. Il y avait une œuvre emblématique en face de la Belle Électrique, un lion qui avait été fait par Arsrek et Will et qui a disparu parce que le mur a été abattu. Seth avait fait une fresque déjà et le bâtiment était réisolé par l'extérieur. Donc forcément, la fresque disparaît. Mais les propriétaires et les habitants ont dit « Ah, mais on ne peut plus vivre sans cette fresque à cet endroit-là ». Donc, on a fait revenir l'artiste. Ah, pour la refaire. Qui a refait une fresque. Donc, c'est les 2 enfants qui se regardent en vis-à-vis comme ça. Ce qu'on a vu là sur Fontaine. Et si jamais vous allez à l'ancien musée de peinture, il y a donc l'œuvre de Seth. Et Seth en a même fait une sculpture. Donc, il y a vraiment une œuvre en volume dans une petite maison où on a ces 2 gamins qui se regardent absolument superbes. Et voilà, ça fait plaisir de voir qu'une œuvre faite à Grenoble débouche sur une sculpture qui va se retrouver dans le monde entier grâce à cet artiste. Et ben voilà, le petit clin d'œil de ces 2 enfants, effectivement, qui regardent cette avenue de Fontaine. Je crois que ça parle à Milena Fontaine, hein, puisqu'elle a grandi dans cette ville de l'agglomération. Le festival, c'est jusqu'à la fin du mois de juin. On peut en profiter. Il y a beaucoup d'animations. Il y a un programme très complet sur le site du Grenoble Street Art Fest. Et puis, je sais que Jérôme est un grand voyageur. Donc, le sujet qu'on va aborder maintenant risque de l'intéresser également. Puisqu'on va parler de ce livre qui s'intitule « Quand j'ai quitté la Syrie, j'ai cassé mon stylo », livre qui vient de sortir aux éditions Zoner, qui a été écrit par Sylvie Couval. Vous vivez dans la région iséroise, un petit village du massif de Beldon. C'est ça. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre un petit peu énigmatique? Alors, le titre, c'était très important pour moi. Heureusement, l'éditeur a accepté de le garder. Ça vient d'une famille de Syriens que j'avais rencontrée en 2016. Ça fait déjà quelques années que j'ai eu l'occasion de revoir régulièrement. C'est une famille qui a dû partir suite à la guerre en Syrie, comme beaucoup. Et le monsieur était journaliste. C'est un journaliste qui était assez connu, qui intervenait avec des politiques, des militaires, enfin qui avait une position sociale, on va dire, assez importante, et qui a dû partir précipitamment parce qu'à un moment donné, il s'est retrouvé en prison, il a été torturé, enfin comme beaucoup de Syriens.
Donc il a choisi de partir avec toute sa famille. Ils ont déjà été dans un autre pays où ils ont passé quelques années. Et puis ils sont arrivés en France. Et quand j'ai rencontré ce monsieur, c'est une des premières phrases qu'il a prononcées. Et ça m'avait vraiment touchée parce que c'était emblématique du fait qu'il a cassé son stylo, il ne sera plus jamais journaliste. Il a changé complètement sa vie. C'est ça. Et puis pour moi, c'est à la fois lui, effectivement, de dire, bon, c'est un monsieur que je revois régulièrement, j'ai encore eu sa femme au téléphone, ça fait quelques jours, et il parle français, mais il parlera jamais suffisamment pour reprendre un travail journalistique, ça c'est évident. Donc il faut tout reprendre à zéro, reprendre une autre orientation. Et puis c'était aussi symbolique de la cassure que subissent tous les migrants, mais particulièrement les réfugiés, je vais dire, qui partent parce qu'ils sont obligés. Oui, c'est pas par plaisir. C'est pas par plaisir, c'est pas par raison économique non plus, c'est parce qu'il y a la guerre, c'est parce qu'ils sont persécutés, c'est parce qu'ils se retrouvent en prison, il y a des choses quand même extrêmement difficiles. Et que même s'ils arrivent à trouver l'asile en France ou dans d'autres pays, ben, tout est à reconstruire. Et ça, on ne mesure pas. Enfin, moi-même... le défi énorme que ça peut représenter. C'est ça, je les ai côtoyés pendant des années. J'ai rencontré énormément de personnes, que ce soit pour ce livre ou dans ma vie professionnelle. Mais on ne peut pas imaginer ce que c'est d'arriver dans un pays, on ne comprend déjà pas un mot pour la plupart. Il faut réapprendre complètement la langue, et puis la culture, la façon de vivre, la température. Je sais que les personnes qui viennent d'Afrique ont énormément de mal à s'habituer à l'hiver en Isère, ça peut se comprendre. Et puis la vie professionnelle qu'il faut... moi, j'ai côtoyé pas mal de personnes et qui avaient des niveaux de vie, des niveaux d'instruction très importants. Pas tous, mais bon, ce monsieur était journaliste, il y avait des médecins, il y avait des ingénieurs ou des enseignants. Et ils se retrouvent ici, ils prennent n'importe quel boulot. Parce que ce qui est important aussi, j'avais envie de parler de ces personnes aussi, parce que c'est des personnes qui ont une volonté extrêmement forte de s'intégrer. Et dès qu'ils ont les moyens administratifs, la carte qui leur permet de travailler, quasiment du jour au lendemain, ils travaillent. Et ils travaillent pratiquement tous, sauf problème de santé X, Y, et sans s'arrêter. J'en connais même qui ont plusieurs boulots à la fois, tout en continuant les cours, tout en repassant le permis. Enfin, c'est des personnes qui ont une volonté de s'intégrer extrêmement forte. Ça, c'est important de le souligner. Oui, parce qu'on a souvent l'image des réfugiés, des migrants qu'on peut avoir dans les médias, de ces gens qui vivent dans la rue, sous des ponts, dans des tentes de fortune. Oui. À Grenoble, ce sont des images qui circulent régulièrement. Là, on voit à Caen, il y a quelques mois, à côté du quartier de la Gare. Vous, les gens, les réfugiés que vous avez rencontrés, ils ont été forcés de partir, mais ils ont cette volonté de se réintégrer dans leur nouveau pays. Complètement. Alors, sachant qu'il y en a quand même pas mal dans le bouquin dont je parle, qui se sont retrouvés un petit moment dans la rue, ou sous les ponts, ou à la gare, ou dans des logements de fortune. Théoriquement, dans la mesure où les gens font une demande d'asile, ils devraient être automatiquement logés. C'est la loi, mais elle n'est pas toujours respectée. Voilà. Mais voilà, c'est des personnes, si vous lisez le livre, c'est des personnes qui lisent le livre, la plupart des personnes disent, mais nous, on est extrêmement reconnaissants à la France. C'est des gens qui ne se plaignent pas, en tout cas pas ouvertement. Moi, c'est des personnes qui m'ont dit, mais on a été bien accueillis, on n'a pas trop souffert de racisme. Et puis, ce qui est aussi frappant, c'est que leurs enfants, parce que la plupart sont arrivés avec des enfants ou ont eu des enfants en France, c'est que les enfants parlent extrêmement bien français, parce que les enfants apprennent très très vite, beaucoup plus vite que nous. Et puis, par exemple, les enfants de ce journaliste, c'est des enfants qui sont brillants à l'école, qui font des études. Certains, les plus grands, font des études supérieures. Les plus jeunes sont au collège ou même en primaire pour le petit dernier. Et ils réussissent extrêmement bien. Et ils sont très, très bien élevés. C'est absolument pas des enfants délinquants ou un peu marginaux. Ça, c'est important de le souligner aussi, parce qu'on entend quand même pas mal de choses qui ne sont pas toujours la réalité, c'est ça. Vous en avez rencontré nombreux dans votre vie de militante associative. Oui. Vous avez 25 chemins de vie que vous relatez dans ce livre.
Je vous avais proposé de venir avec un de ces 25 réfugiés qui vivent ici dans l'agglomération grenobloise. Jusqu'à hier, c'était bon. Et puis bon, finalement, au dernier moment, il a eu peur. Hein. C'est ça, il a eu peur parce que c'est effectivement une personne qui vient d'un pays, on va dire, d'Afrique subsaharienne, pour ne pas le nommer, et qui m'avait tout de suite dit « oui, je viens, il n'y a pas de souci ». Et en fait, il a eu des angoisses, effectivement, au dernier moment, qui sont, à mon avis, justifiées, parce que sa femme et ses 3 enfants sont restés au pays. Et il m'a dit, moi, j'ai peur pour eux. Parce que, voilà, j'ai peur que le gouvernement... alors bon, c'est Télé Grenoble, c'est pas diffusé en Afrique, mais il me disait que le gouvernement suit extrêmement les réseaux sociaux. Ah, aujourd'hui, avec Internet, et que s'il le voit, s'il dit quelque chose sur le fait qu'il a dû fuir, qu'il a été torturé, etc., il s'est dit, mais moi, j'ai peur pour ma famille. Donc, il m'a dit, non, je ne viens pas. Vous racontez que dans les 25 portraits que vous avez dressés, il y a un jeune qui vient d'Azerbaïdjan qui a subi plusieurs tentatives d'assassinat ici en France. C'est un jeune que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui vit maintenant dans la région nantaise et qui a un parcours assez extraordinaire parce qu'il a fui l'Azerbaïdjan, parce qu'il était blogueur. Donc il critiquait le régime. Bon, il était assez virulent, on va dire. Et il est arrivé en France avec un parcours aussi compliqué comme la plupart des migrants. Il a eu l'asile très rapidement parce qu'il était vraiment en danger et persécuté dans son pays. Et malgré tout, le gouvernement azéri lui envoie des tueurs. Et il a été victime de 5 tentatives d'assassinat en France, dont un a eu lieu en plein jour dans la rue à Nantes. Il a reçu 19 coups de couteau. Il s'est retrouvé des jours et des jours à l'hôpital. Et c'est un jeune il continue à bloguer, il continue à témoigner. Je ne sais pas comment il fait pour trouver ce courage. Et il ne sort plus de chez lui. Il ne peut plus. Parce qu'il reçoit des messages tous les jours, des dizaines et des dizaines de messages en lui disant « mais on va te faire la peau, quoi ouais. ». Et j'espère que ça n'arrivera pas, mais bon, en tout cas, sa vie, maintenant, elle est en suspens. Ouais, l'Azerbaïdjan, qui est une des dictatures aux portes de l'Europe, avec un régime autoritaire qui, effectivement, laisse peu de place aux opposants. Par rapport à lui, il y a quand même quelque chose qui est très paradoxal, c'est qu'il est donc réfugié protégé par la France, et le gouvernement azéri dépose régulièrement des plaintes contre lui en France pour diffamation. Et à chaque fois, ils sont déboutés, mais ils recommencent, les plaintes sont reçues, donc il doit se déplacer à Paris, à droite, à gauche, et c'est assez incroyable, mais bon, en attendant, pour lui, sa vie, elle est en suspens. Bon, c'est un sujet que parfois les artistes du Street Art Fest abordent, hein, l'immigration, l'intégration. Il y a eu des fresques sur ces thématiques-là. Oui, il y a une fresque qui s'appelle Lady Refugees, qui avait fait un article qui s'appelle Go In, qui est anonyme. Il avait fait parler d'elle, d'ailleurs. D'ailleurs, il avait fait un print de cette fresque et il avait offert les bénéfices, le résultat de la vente, la totalité, pas les bénéfices, tout le résultat de la vente pour une association qui allait chercher qui aidait les migrants à pas couler en mer. Ouais. Donc oui, c'est des sujets qui sont abordés régulièrement par les artistes engagés. Il y a des artistes qui font des choses assez neutres, mais il y a pas mal aussi d'artistes dans le monde du street art qui sont des militants, on va dire, graphiques, et qui abordent ces sujets-là frontalement et souvent d'une assez belle manière. Milena, ça vous parle? Je faisais allusion tout à l'heure à votre double nationalité franco-arménienne. Alors, vous avez grandi ici dans l'agglomération grenobloise, mais vous n'êtes pas né en France. Hein. Non, je suis née en Arménie, à Erevan, et mes parents, ils ont quitté justement l'Arménie pour s'installer directement à Grenoble. Donc, ça fait un peu écho à mon histoire, du coup, ce que vous racontez. Et puis après, mes parents ont eu de la chance, ils ont été très bien accueillis. Et je pense qu'à l'époque, c'était peut-être plus facile quand ils sont arrivés en 2005. Et voilà, donc ça fait un peu partie de mon histoire. Ouais. Alors, vous avez très bien appris le français. Et très bien intégré, comme vous disiez. J'ai fait des études, je me consacre à la musique. Enfin, ça ne veut rien dire. Les immigrants peuvent aussi apporter du bon, quoi.
Le problème principal de ces réfugiés, c'est les papiers. Sans papiers, on ne peut pas travailler. Alors même sans papiers, la plupart quand même travaillent. On en voit régulièrement sur les vélos des livreurs Uber de l'agglomération. Tout à fait. À Grenoble, c'est vrai que presque la majorité des livreurs sont sans papiers. Ce qui est difficile, on va dire, c'est que les personnes qui demandent l'asile, ils ne sont pas sûrs de l'obtenir, évidemment. Il y a à peu près 41% de personnes qui obtiennent l'asile au final. Mais maintenant, avec ce qui se passe au niveau européen, on va dire, au niveau assez large, parfois les personnes n'ont même pas la possibilité de demander l'asile. Et en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir entamer simplement le parcours pour obtenir l'asile ou pas. Mais c'est vrai que les derniers événements, on va dire, les derniers textes politiques font craindre un petit peu aux associations d'aide aux migrants que les droits ne soient plus respectés. En tout cas, que ça devienne très compliqué. Et puis, ce qui se passe à Grenoble, et également dans plein de villes de France, c'est que toutes les démarches sont dématérialisées. Donc il faut passer par Internet. C'est compliqué pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue ou qui n'ont pas les moyens d'aller sur Internet. Et puis, c'est devenu, je ne dis pas quasiment impossible, mais presque impossible d'obtenir des rendez-vous en préfecture ou ailleurs. Donc les personnes, ils n'ont même pas la possibilité de déposer leur dossier. Et ça, c'est très, très problématique, effectivement, oui. Quand j'ai quitté la Syrie, j'ai cassé mon stylo pour découvrir ces parcours, ces gens qui vivent aujourd'hui avec nous dans notre région, dans notre agglomération et qui cherchent avec force à s'intégrer au mieux à notre vie. C'est aux éditions Zonaire, on peut le trouver comment Alors, on peut le commander chez tous les libraires parce qu'il est référencé, donc simplement avec le titre. Et on peut le commander aussi directement auprès de l'éditeur, donc Zonaire. Et pour info, moi je fais partie de la PARDAP, donc l'association de parrainage républicain pour les demandeurs d'asile. On sera à la Fête des Tuiles ce samedi, un stand, et je serai là avec mon livre aussi. Très bien, le message est passé. Merci. On va terminer cette émission en musique avec Milena, qu'on attend avec impatience. Les fans, ils sont là depuis le début de l'émission et donc ils vont pouvoir en profiter. Jeune artiste, Milena, 24 Ouais, 24 ans. Donc, avec déjà un long parcours dans la musique, j'ai retrouvé une image qui date de 2018 qui va vous parler évidemment. Voilà, c'était sur le plateau d'une émission de télé un peu plus célèbre que la nôtre, TF1, The Voice, célèbre émission de radio crochet. Là, je crois que vous étiez même pas majeur encore à cette époque-là. J'avais 17 ans et puis c'est vrai que j'ai commencé tôt et je pense que ça a son avantage. Et cette expérience-là m'a beaucoup apporté en termes de maturité. Il faut du cran à 17 ans pour aller chanter sur un plateau d'une grande émission de télévision. J'étais déjà très déterminée. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette émission. J'étais contente d'y être là, je pense. Donc, bonne expérience. Oui, bonne expérience. Alors, plus besoin de coach médiatique aujourd'hui. Vous tracez votre propre voie, VOIX, VOIE. Vous venez de sortir un album. Alors, il est là, voilà. Un EP, comme on dit. Un EP de 6 titres. Avec 6 titres. Armat, c'est le titre de cet album. Alors, je me suis demandé ce que ça signifiait, Armat. Et je crois que j'ai trouvé. Ça veut dire racine en arménien, j'ai bon. Exactement, ouais. Voilà. Merci Bien Wikipédia. Ouais, c'est un pays qui compte beaucoup, on l'a compris pour vous. Oui, ça veut dire racine et c'est vraiment, ça parle de mon évolution, de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Donc je parle de ça un peu dans toutes mes chansons. D'où l'arbre du coup derrière le CD qui retrace un peu tous ces moments de vie quand je suis plus jeune en Arménie ou alors quand j'arrive à l'adolescence plutôt en France. Donc voilà, du coup je me suis dit racine, ça représente bien toutes ces chansons. Donc c'était un peu ce choix-là que j'ai fait. Bon, retour aux sources, et puis on l'a dit, vous êtes né en Arménie, donc votre langue natale, c'est l'arménien ? C'est l'arménien, je parle arménien avec mes parents tous les jours. Et donc je me suis dit, naturellement, il faut que j'écrive des chansons dans cette langue, qui est assez rare du coup, et puis ensuite qui n'est pas beaucoup entendue en France, surtout en chanson. Donc naturellement, je suis allée vers ça, et le français aussi, parce que ça fait aussi partie de moi. Donc ça a fait un projet franco-arménien. On va écouter justement ce que ça donne une chanson en arménien. Eram nerov lor galisen
Jamais avec fumă Mezzar muknero Vlui serinerko Delor velu potsnero Karot Mikarung Mertanek menkaisu. Ah, vous êtes même allé tourner le clip en Arménie. Ça me tenait à cœur parce que la chanson, elle parle justement de ma ville natale. Et donc j'ai beaucoup attendu avant de faire ce clip. J'avais déjà la chanson depuis un moment. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un clip en Arménie. Enfin, j'avais vraiment envie de trouver une vidéaste qui me plaisait. Et donc j'ai tourné ça en novembre dernier. Et là, c'est sorti. Je suis très contente du résultat. Vous chantez, mais vous composez, Oui. Paroles et musique. Oui, les deux. Les deux. Paroles et musique, et donc souvent avec ma guitare en acoustique. Ensuite, tout ce qui est réarrangement, je fais ça avec des musiciens que j'ai rencontrés à Grenoble, au conservatoire. On travaille tous ensemble pour former quelque chose d'assez homogène et qui me ressemble. Voilà, donc sinon, oui, la composition et les paroles viennent de moi au début. Bon, une pop intimiste, Oui. bien foutue. Pop Comment vous folk, qualifiez ouais. le style de Milena? C'est ça, assez mélancolique, pop, folk, très intimiste, personnel. C'est toujours très difficile de qualifier un style, je trouve, et de se mettre dans une catégorie. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le temps et à force d'avoir fait aussi beaucoup de reprises, beaucoup écouté de musique, etc., j'ai, je pense, réussi maintenant à trouver un peu une direction vers laquelle je veux évoluer et m'améliorer. Il y a encore du travail, mais je pense que petit à petit, ça commence à devenir quelque chose d'assez concret, quoi. Bon, on a écouté l'arménien, on va maintenant écouter un autre morceau de Milena, en français celui-ci. Je m'imaginais tout là-haut. Face à mes parents, je faisais mon numéro. Alors que je n'avais pas écrit le scénario. Mais je crois pas que je cherchais tous les défauts. Je me souviens encore de ces journées dehors, à courir dans cette cour bien trop verte, à tenir cette poupée bien trop blanche, à m'en aller chanter sans être prête à essayer d'être sa propre bête. Moi je veux pouvoir encore rêver, juste rêver, c'est ça l'enfance. Moi je veux pouvoir juste m'évader et surtout aller dans le bon sens. Bon, elle va plutôt dans le bon sens, cette chanson, selon moi. Le chanteur le plus célèbre, le chanteur français le plus célèbre avec des origines arméniennes, c'est Charles Aznavour. Est-ce qu'il fait partie de vos inspirations? Oui, complètement. Ça fait partie de mon inspiration. Ça fait d'ailleurs partie de ma setlist de concerts que je vais défendre là en Arménie en juillet, puisque je fais une petite tournée de concerts en Arménie. Et ça fait vraiment partie en fait de moi, et ça a toujours été. Et aujourd'hui, je continue de reprendre ces chansons sur mes réseaux sociaux, etc. Parce que c'est très important, je pense, de toujours honorer ces chansons. Alors, moi, en écoutant ce morceau, je pensais plutôt à l'univers musical de M, de Oui, Mathieu Chédid. Complètement. Hein, Aussi, on est ouais. un peu là-dedans. Aussi, très grande inspiration que j'aime beaucoup. Un artiste que j'ai pu rencontrer à Grenoble, justement, qui était venu au Palais des Sports de Grenoble. Ça tombe bien, Milena, que vous en parliez, parce qu'on a Oui. des images de cette rencontre. Ah, on va les voir en super. même temps que vous racontez ce partage, parce que Ouais. vous avez partagé la scène du Palais des Sports, hein, c'est ça, Oui, il y a c'était- quelques c'est mois. ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Très très bons souvenirs. Voilà, donc M qui m'a vu sur une vidéo. Ah, c'est Et, pas vous qui l'avez invité à partager le concert? j'aurais bien aimé, mais non. Et du coup, voilà, ça s'est passé un peu très rapidement. En 2 jours, ça s'est fait. Et je suis montée avec lui sur scène pour partager cette chanson. Devant le public grenoblois qui... Oui. Et il y avait des gens que je connaissais qui étaient dans le public et j'étais même pas au courant et qui m'ont dit on vient de te voir. Ah, ils ne s'attendaient pas forcément non. à ce que vous soyez au milieu du concert de Ouais, c'est ça. M. Vous avez gardé contact avec lui Oui, derrière? complètement. Je pense que je le recroiserai, j'espère. J'aimerais bien sur des premières parties ou bien de pouvoir encore collaborer ensemble. On a vraiment bien, je pense que nos univers collent bien. Il a vraiment beaucoup aimé la voix, etc., le timbre de voix. Donc j'ai été très contente d'avoir son approbation, on va dire.
Il faudra lui lancer le défi de chanter en arménien la prochaine fois. Hein, oui, ça oui, peut être c'est- ouais. un challenge à relever. Vous arrivez aujourd'hui à vivre de la musique. On sait que c'est Oui. compliqué quand on est un jeune artiste. Aujourd'hui, je fais que ça. J'ai fait des études à Grenoble de sciences du langage pendant 5 ans. Et puis ensuite, j'ai pris une décision et je me suis dit que en fait, ça faisait toujours partie de moi. J'ai toujours fait un peu les deux, études musique. Et en fait, ça m'a beaucoup pris d'énergie et je me suis dit qu'il fallait que je me consacre vraiment à ça à 100%. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, je suis très contente. Il y a de temps en temps des programmations musicales au Street Art Fest, Jérôme Katz. Hein, Ouais, on essaye de je ne faire cherche pas à faire l'entremetteur, mais Ouais, pourquoi pas, on fait une soirée de clôture et une soirée d'ouverture habituellement, donc c'est pourquoi pas vous inviter. Plaisir. et ben voilà, Avec pour mettre grand plaisir en tout cas. un peu d'arménie dans la culture street art. On n'a jamais reçu de street Parce que j'allais artiste dire, arménien encore, j'imagine donc qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, mais j'en connais pas, mais on est ouvert à toutes les propositions. à creuser. La prochaine Ouais. fois que Milena ira en Arménie, je crois que c'est cet été pour cette tournée, été, oui. vous regarderez s'il y a des œuvres Ouais. de street art dans Ouais, il doit les... y en avoir. Oui. C'est quoi? C'est Erevan, Erevan, la oui. capitale C'est ça. Alors là, l'idée, c'est de chanter à Erevan et aussi un peu autour, des villes autour où la musique est peut-être moins proposée, moins accessible. J'ai aussi envie de faire ça, de pouvoir me produire dans des villes un peu plus éloignées, on va dire, de la culture. Donc voilà, c'est un peu l'idée de cette tournée aussi. On rappelle cet album, on peut découvrir tout votre univers sur vos réseaux. Hein. Oui. Il y a une chaîne YouTube, il y a tous les réseaux Les classiques, réseaux. Facebook, Mm. etc. Et puis pour les Grenoblois qui n'auront pas la chance d'aller en Arménie vous écouter cet été, il va falloir attendre un petit peu la prochaine date ici chez nous. C'est Ouais. en fin d'année, au mois de décembre. C'est en hiver, ouais, c'est le 4 décembre à la salle Olivier Messiaen, dans le cadre du mois de l'Arménie en Isère. Et ensuite, une date à Lyon le 29 juin à la Guinguette des Pentes, à l'amphithéâtre romain des Trois Gaules et à Paris le 1er juillet. Eh ben super. Merci d'être Merci venu, beaucoup. Milena. Alors, tous les musiciens qui vous accompagnent habituellement, qu'on a vu là sur la scène de la Belle Électrique, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il faisait, il fait beau, ils sont allés se balader. Vous êtes venue toute seule avec votre guitare. Bon, je plaisante parce qu'il y en a un, Romain, là, qui est là en coulisses et qu'on a vu d'ailleurs sur la scène et qui vous a amené cette guitare C'est pour ça. finir par une chanson en arménien, forcément, Ouais, complètement. en Avec mode plaisir. guitare-voix. On vous écoute, Milena, pour clore cette émission. Yaramnerov lorgalisan O noin jami havakfum Մեծամուկներով լույսերի ներքո գլորվելու փողոցներով կարոտ մի կրունկ մեր տանն ենք մենք այսօր Երասներով ես հիշում եմ այդ վայրը մեր տունը ու բակը լուսավոր օրերը անուժներով ես հիշում եմ այդ ժամը հիշում եմ լույսերը ու հիշում եմ երասները իմ քաղաք իմ սիրունը քաղաք ու իմ քաղաք իմ սիրունը քաղաք բայց իմ քաղաք իմ սիրունը քաղաք ու իմ քաղաք իմ սիրուն քաղաք Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.